Je m'appelle Caroline Johansson. J'ai 28 ans. Et pendant 3 ans, mes parents ont appelé chaque employeur chez qui j'ai postulé et leur ont dit que j'avais un casier judiciaire. Ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai même jamais eu de contravention de stationnement. Mais à 27 ans, je vivais dans un refuge pour sans-abri, me lavant les cheveux dans l'évier d'une station-service et ne mangeant qu'un repas par jour parce que personne dans un rayon de 80 km ne voulait m'embaucher. Mon père me textait une fois par semaine, toujours le même message, reviens à la maison et excuse-toi, et peut-être j'arrêterai. Puis, un mardi matin, une femme a frappé à la porte du refuge et a dit 7 mots qui ont tout changé, ta grand-mère m'a engagé pour te trouver. Avant de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur de cette mallette, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à cette histoire, et laissez un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aime toujours voir d'où vous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Harlem, Ohio. La semaine après mon 25e anniversaire. Le jour où j'ai décidé que j'en avais assez de demander la permission de vivre. Harlem, Ohio. Population 4000 et quelques. Un supermarché, un lycée, un restaurant qui sert le même pain de viande depuis 1987. Le genre d'endroit où tout le monde salue depuis son Porsche et ses quelques camions égarés là où il ne devrait pas. Les Johansson, c'est nous. Nous étions considérés comme des gens bien. Mon père, Gérald, a travaillé comme directeur d'usine à l'installation de fabrication Harland pendant 19 ans avant sa fermeture. Ma mère, Denise, faisait du bénévolat à la collecte de nourriture à chaque Thanksgiving. Sur le papier, nous étions la famille que les gens montraient du doigt en disant « Voyez, c'est comme ça qu'on élève une fille ». Derrière la porte d'entrée, les choses fonctionnaient selon un ensemble de règles différentes. Je n'ai pas eu ma propre clé de maison avant l'âge de 20 ans. Je n'avais pas le droit de conduire plus de 10 miles sans appeler à l'avance. À 14 ans, j'ai commencé à débarrasser les tables au restaurant Route 30 après l'école. Salaire minimum, rien de glamour. Mes chèques de paie allaient directement dans un compte bancaire joint que ma mère avait ouvert pour regarder en sécurité. Je n'ai jamais vu de relevé. Je n'ai jamais demandé. C'est comme ça que ça marchait. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs, première de ma classe. J'avais une conseillère d'orientation qui m'a prise à part en dernière année et m'a dit « Caroline, tu pourrais obtenir de vraies bourses. » J'ai ramené les brochures à la maison. Mon père ne les a même pas ouvertes. Il les a posées sur le comptoir et a dit « L'université, c'est pour les gens qui ne savent pas travailler de leurs mains. » Alors, je suis resté. Je nettoyais, je cuisinais, je tondais la pelouse et j'aidais ma mère avec le jardin. J'écoutais mon père parler de la façon dont le monde s'effondrait chaque soir au dîner. Et chaque soir, il me regardait de l'autre côté de la table et disait la même chose, tu as un toit, de la nourriture et une famille. De quoi d'autre une fille de ton âge a-t-elle besoin? Pendant longtemps, je n'ai pas eu de réponse. La semaine après mes 25 ans, quelque chose a changé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de dispute, pas de point de rupture. J'étais debout dans la cuisine, frottant la même poêle en fonte que je frottais depuis l'âge de 12 ans. Et une pensée m'est venue à l'esprit comme une pierre à travers une fenêtre, j'aurai 40 ans, je serai à cet endroit exact, faisant cette chose exacte. Cela m'a fait plus peur que tout ce que mon père avait jamais dit. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à la bibliothèque publique de Harlem. Je me suis assise devant l'un des ordinateurs publics de la dernière rangée, ceux avec les claviers collants et les limites de temps de 15 minutes, et j'ai créé une nouvelle adresse email. Pas celle de la famille que ma mère surveillait, une nouvelle, juste la mienne. J'ai trouvé une annonce pour une quincaillerie à Millfield, 20 minutes à l'est. Ils avaient besoin d'une vendeuse, à temps plein, de 9h à 17h, avec avantages sociaux après 90 jours. J'ai tapé ma candidature avec 2 doigts et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me décourager. 2 jours plus tard, un email est arrivé. Ils voulaient m'interviewer. Jeudi à 10h. J'ai lu cet email 3 fois. J'ai fermé le navigateur. Je suis rentré chez moi les mains tremblantes. Pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je pense que c'était de l'espoir. Ce soir-là au dîner, quelque chose n'allait pas. Mon père était assis en bout de table, fourchette dans une main, journal plié à côté de son assiette. Il m'a regardé une fois, juste une fois, avec une expression que je ne pouvais pas nommer.
Ma mère était debout à l'évier, le dos tourné à nous deux, lavant des assiettes déjà propres. Personne n'a dit un mot. Le lendemain matin, je suis allé à Millfield pour cette entrevue. Le gérant m'a serré la main à la porte. Il a souri. Puis il m'a fait asseoir, et son sourire a disparu. Il s'appelait Bill, la cinquantaine, des lunettes de lecture attachées par une chaîne autour de son cou. Il avait mon CV imprimé sur le bureau entre nous. Caroline, a-t-il dit. Je vais être franc avec vous. D'accord. Y a-t-il quelque chose dans vos antécédents que nous devrions savoir? J'ai cligné des yeux. Non, monsieur. Rien. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Nous avons reçu un appel téléphonique hier. Quelqu'un, je ne dirai pas qui, a mentionné une accusation de vol qualifié. La pièce a basculé. J'ai agrippé la coudoir de ma chaise. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Bill m'a regardé, et je pouvais le voir. Il voulait me croire, mais il avait aussi une entreprise à gérer et un appel téléphonique qui lui restait en tête. Je suis désolé, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Je suis rentré à la maison en silence. Pas de radio, pas de pleurs, juste les lignes blanches de la route 30 défilant. Quand je me suis garé dans l'allée, mon père était assis sur le porche, journal ouvert sur ses genoux. Il n'a pas levé les yeux. Comment s'est passée ta journée, chérie? Je suis resté là, les clés à la main, fixant le dos de son journal. Il a tourné une page, lentement, avec désinvolture. Bien, ai-je dit. Bien. Il a plié le papier. Ta mère a fait du ragoût de bœuf. J'ai dîné. Ragoût de bœuf, haricots verts, thé glacé. Ma mère a parlé de la nouvelle clôture du voisin. Mon père hochait la tête comme si c'était la chose la plus intéressante qu'il ait jamais entendue. Et quelque part entre le ragoût et le thé glacé, une pensée a commencé à se former. Petite, laide, impossible. Savait-il? J'ai repoussé l'idée. C'étaient mes parents. Les parents ne font pas ça. Je n'allais pas la repousser longtemps. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai postulé à 3 autres endroits. Un supermarché à Ridgeway, un entrepôt à la limite du comté, un restaurant à Cooperton qui embauchait pour un service du matin. Tous les 3 m'ont appelé pour des entretiens. Tous les 3 ont annulé dans les 48 heures. Le supermarché a dit qu'ils avaient pourvu le poste. L'entrepôt n'a jamais rappelé. Mais le restaurant était différent. La propriétaire, une femme nommée Pat, a été honnête avec moi. Elle s'est penchée sur le comptoir et a baissé la voix. Chérie, quelqu'un a appelé ici à ton sujet. Ma poitrine s'est serrée. On dit que vous aviez un casier judiciaire. Vol et fraude. C'était une femme? Pat a hoché la tête. Elle a dit qu'elle était une voisine préoccupée. Une voisine préoccupée. Cette nuit-là, j'ai attendu que mes parents aillent se coucher. Je me suis glissé dans le couloir jusqu'à la salle de couture de ma mère, la seule pièce de la maison qui lui était propre. J'ai ouvert le tiroir du bureau, écarté les chutes de tissu et les pelotes à épingles, et il était là, un petit carnet bleu. Je l'ai ouvert. L'écriture de ma mère, soignée, nette, la même écriture cursive qu'elle utilisait pour les cartes d'anniversaire. Sur la colonne de gauche, des noms. Quincaillerie de Millfield, Fresh Mart de Ridgeway, logistique de County-Lynn, dîner familial de Cooperton. Sur la colonne de droite, des coches rouges. Chaque endroit où j'avais postulé, coché un par un. Je suis resté dans cette pièce sombre, tenant le carnet, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une coïncidence. Ma mère avait une liste. Elle me traquait. J'ai remis le carnet, fermé le tiroir et suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à fixer le plafond, me posant encore et encore la même question. Comment combattre les personnes censées vous protéger? Le lendemain matin, j'ai posé le carnet bleu sur la table de la cuisine. Ma mère versait du café. Mon père beurrait ses toasts. La radio jouait une vieille station de musique country. Tout était normal. Tout était ordinaire. Maman, ai-je dit, explique-moi ça. Denise a regardé le carnet.
Sa main s'est arrêtée au milieu de l'action de verser. Le café s'est répandu sur le comptoir. Puis les larmes sont venues. Tu as fouillé mes affaires? S. À voix s'est brisée à point nommé. C'est comme ça que je t'ai élevé? À fouiller les affaires privées de ta mère? Tu as appelé mes employeurs, chacun d'eux. Tu leur as dit que j'étais une criminelle. Je l'ai fait parce que je t'aime. Elle a pressé une main sur sa poitrine. J'ai 25 ans, maman. Je ne suis pas une fille. Mon père a posé son toast. Il n'a pas haussé le ton. Il ne le faisait jamais. Nous te protégeons, Caroline. Tu penses pouvoir survivre dehors? Tu ne sais même pas cuisiner seule. J'ai cuisiné tous les repas dans cette maison depuis l'âge de 16 ans. Il a ignoré cela. Laisse tomber ça tout de suite. Je vais appeler la police. Gérald a ri, un court souffle par le nez. Et leur dire quoi? Que ta mère a passé un coup de fil? Ils vont te rire au nez au poste. J'ai regardé ma mère, les larmes coulant sur son visage, le café s'accumulant toujours sur le comptoir. J'ai regardé mon père, calme comme un dimanche matin, beurrant sa deuxième tranche de pain grillé. Si vous n'arrêtez pas, ai-je dit, je pars. Il n'a pas scié. Si tu passes cette porte, tu pars avec rien. Pas d'argent, pas de papier, rien. Je pensais qu'il bluffait. Il ne bluffait pas. J'ai fait ma valise cette nuit-là. Un sac à dos, 2 rechanges de vêtements, une brosse à dents, mon chargeur de téléphone et une photo de ma grand-mère que je gardais sur ma table de chevet. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, ma mère était debout dans le couloir, les bras croisés, le visage sec maintenant. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de plus dur. Si tu pars, a-t-elle dit, tu es morte pour nous. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, remplissant le couloir comme un mur. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. J'ai marché dans l'allée à 21h47 un mardi d'octobre. J'avais un sac à dos, un téléphone avec 11% de batterie et $12 en espèces dans ma poche arrière. Je n'avais pas de pièce d'identité. Je n'avais pas de plan. Je n'avais nulle part où aller. J'ai marché jusqu'à la station-service sur la route 30 et me suis assise sur le trottoir sous les lumières fluorescentes. Un semi-remorque est entré et sorti. La caissière à l'intérieur m'a regardé une fois à travers la vitre, puis a détourné le regard. À 23h16, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. Reviens à la maison. Excuse-toi. J'y penserai. J'ai éteint le téléphone. Non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que la batterie allait de toute façon bientôt mourir. J'avais $12 et nulle part où dormir. Mais pour la première fois en 25 ans, personne ne me disait où aller. J'ai trouvé le refuge communautaire de Harland 2 jours plus tard. Une femme au comptoir de la station-service, la même qui avait détourné le regard la première nuit, m'en a parlé le deuxième matin où je dormais dans les toilettes. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste écrit une adresse sur une serviette et l'a glissée sur le comptoir. Le refuge était un entrepôt transformé sur Mill Street, 20 lits, une salle de bain partagée et une cuisine gérée par des bénévoles. Il sentait le nettoyant industriel et la soupe réchauffée. Les lumières fluorescentes bourdonnaient toute la nuit. Linda Marsh dirigeait l'endroit. 47 ans, cheveux courts, lunettes de lecture qu'elle ne cessait de remonter sur son nez. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle m'a tendu une serviette et m'a désigné le lit 14. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu es ici, a-t-elle dit. Tu dois juste vouloir te relever. J'étais la plus jeune personne du refuge d'au moins 15 ans. J'ai commencé le processus de remplacement de mes documents. J'ai demandé un nouvel acte de naissance par la poste. 6 à 8 semaines, ont-ils dit. Je suis allé au DMV pour une pièce d'identité temporaire, mais sans ma carte de sécurité sociale ni aucun document justificatif, j'ai été renvoyé à un arriéré. Revenez dans 3 semaines. Puis, revenez encore. Pendant que j'attendais, je faisais la vaisselle au refuge en échange d'un repas supplémentaire. Je balayais les sols. J'organisais le placard à provisions. J'avais besoin d'être utile. J'avais besoin de bouger. Et je continuais à postuler à des emplois, cette fois plus loin. 30, 40 miles, des endroits dont mes parents n'avaient jamais entendu parler, dans des villes où ils n'étaient jamais allés.
Je me disais que la distance arrangerait les choses. Si j'allais assez loin, leur portée prendrait fin. Je me suis trompé à ce sujet aussi. Le restaurant était à Granton, 35 miles au sud, un endroit familial, des nappes à carreaux, des plats du jour sur un tableau blanc. Ils avaient besoin d'une hôtesse. J'ai postulé en ligne à la bibliothèque et j'ai obtenu un entretien la même semaine. J'ai emprunté une blouse à une autre résidente du refuge. J'ai pris le bus du comté à 6 heures du matin. Le gérant s'appelait Dave. Il semblait correct. M'a serré la main, a dit qu'il me tiendrait au courant d'ici vendredi. Jeudi matin, Dave a appelé. J'ai décroché à la première sonnerie. Caroline, je suis désolé. Nous avons décidé d'aller dans une autre direction. Mon estomac s'est noué. Puis-je demander pourquoi? Une pause. Une longue pause. Quelqu'un nous a envoyé un document par email. Cela ressemblait à un rapport de police. Je me suis assise sur mon lit au refuge. Un rapport de police. Ce n'était pas un appel téléphonique cette fois-ci. Non, un email avec une pièce jointe. Cela semblait officiel. Un document, tapé, formaté et envoyé d'une adresse email anonyme à un restaurant situé à 35 miles de là. Mon père a passé 19 ans en tant que directeur d'usine. Il savait rédiger des notes de service. Il savait formater des documents d'apparence officielle. Il avait une imprimante, un scanner, un vieux papier à en-tête d'entreprise qui ressemblait suffisamment à quelque chose d'autoritaire si l'on ne regardait pas trop attentivement. Ils avaient évolué. Les appels téléphoniques ne suffisaient plus. Maintenant, il y avait des documents, des preuves fabriquées conçues pour ressembler à ce qu'une vérification des antécédents pourrait produire. Ce soir-là, assise sur le lit 14, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais je connaissais la cadence. Il fait toujours froid dehors? La porte est toujours ouverte pour l'instant. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Puis je l'ai supprimé. Mais autre chose m'est resté cette nuit-là. Quelque chose que Linda avait mentionné 2 jours plus tôt. Une femme était venue au refuge pour me chercher. Une femme que je ne connaissais pas. Elle avait laissé une carte de visite. Je n'y avais pas beaucoup pensé alors. Maintenant, je ne pouvais plus arrêter d'y penser. Il a appelé un dimanche. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Peut-être parce qu'il pleuvait et que le toit du refuge fuyait au-dessus du lit 12, et que j'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne répare pas. Arrête d'appeler mes employeurs. Je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai vu le carnet, papa. Quel carnet? Celui de maman, avec les coches. Silence. 5 secondes. 10. J'entendais le robinet de la cuisine couler en arrière-plan. Le même robinet qui avait goûté pendant 3 ans parce qu'il ne l'avait jamais réparé. Tu es confuse, a-t-il dit. Tu as toujours été confuse. Je ne suis pas confuse. Je suis inemployable à cause de toi. Tu es inemployable parce que tu n'es pas prête pour le monde réel. C'est ce que j'ai essayé de. Je raccroche. Si tu raccroches, tu perds cette famille. Je l'ai déjà perdue. J'ai appuyé sur le bouton rouge et posé le téléphone face contre matelas, mais mes mains tremblaient. Non pas de peur. Mais de l'effort pour garder ma voix stable pendant 2 minutes et 14 secondes. Je n'ai pas rappelé. Il n'a plus rappelé. À partir de ce moment-là, ce n'était que des messages. Une fois par semaine, parfois 2, toujours le même ton. Une porte laissée ouverte juste assez pour me rappeler qu'elle pouvait se refermer. Thanksgiving arrive. Ta mère prépare la tarte. J'ai vu ton amie Cathy au magasin. Elle a demandé de tes nouvelles. Il fait froid. Le refuge ne doit pas être chaud. Chacun a un hameçon. Chacun conçu pour me faire sentir que le problème venait de moi. Que c'était moi qui étais parti, moi qui avais brisé la famille, moi qui devais revenir en rampant. J'ai gardé chaque message. Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais quelque chose en moi me disait, garde tout. Ce fut la chose la plus intelligente que j'ai faite cette année-là. Après avoir raccroché ce téléphone, je me suis assise sur mon lit de refuge et j'ai regardé le plafond pendant longtemps. Je n'arrêtais pas de penser, pourquoi? Pourquoi mes propres parents préféreraient-ils me voir sans abri plutôt qu'indépendante? Je n'ai toujours pas entièrement cette réponse.
Mais je veux vous demander, vos parents ont-ils déjà détruit une opportunité pour vous et ont-ils agi comme s'ils vous rendaient service? Si cela vous touche de près, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire dans les commentaires. Pendant les nuits calmes au refuge, et elles étaient toutes calmes, juste le bourdonnement du radiateur plainte et quelqu'un qui toussait 2 lits plus loin, j'ai pensé à ma grand-mère, Margaret Johansson. Tout le monde l'appelait Maggie. Elle vivait dans une ferme de 40 acres en dehors de Ridgeway, à environ 40 minutes de Harlem. Des poulets, un jardin d'un demi-acre et une grange qu'elle peignait en blanc chaque printemps parce qu'elle disait que cela gardait les choses honnêtes. Elle a vendu la ferme 3 ans avant de mourir. J'avais 23 ans quand elle est décédée. Insuffisance cardiaque, rapide, comme elle l'aurait voulu. Aux funérailles, mon père a pleuré exactement une fois, pendant l'éloge funèbre. Puis il est retourné serrer des mains et accepter des plats. Mais je n'arrêtais pas de penser à la dernière fois que je l'avais vue seule. C'était peut-être 1 an avant sa mort. Elle m'avait invité à la ferme. Les nouveaux propriétaires n'avaient pas encore emménagé, alors elle y avait toujours accès. Nous nous sommes assises sur le porche avec du thé sucré, et elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Je me souviens avoir ri. Grand-mère, de quoi parles-tu? Elle n'a pas ri. Elle a juste regardé le champ et a dit, je connais mon fils, chérie. Je le connais depuis 50 ans. Puis elle a changé de sujet, m'a demandé des nouvelles du jardin à la maison, si les tomates étaient arrivées. Mais il y avait une chose de plus. Quelque chose qu'elle a dit alors que je marchais vers ma voiture. J'ai vendu la ferme, mais je n'ai pas dépensé l'argent. Souviens-toi de ça. Je ne m'en suis pas souvenu. Pas avant le 5e mois au refuge, allongé sur le lit 14, fixant une tache d'eau au plafond en forme d'Ohio. Puis je me suis souvenu de chaque mot. C'est Linda qui a remis ça sur le tapis. Je rangeais le placard à provisions. Papier toilette à gauche, spray nettoyant à droite. Le genre de travail machinal qui occupe les mains quand la tête n'arrête pas. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte avec ce regard qu'elle avait quand elle choisissait ses mots. Caroline, tu te souviens de cette femme qui est passée le mois dernier? Je me suis arrêté. Celle qui posait des questions sur moi. Oui. Ruth quelque chose. Je ne lui ai pas donné tes informations. Politique du refuge. Mais elle a laissé une carte. Linda l'a sortie de sa poche arrière, légèrement pliée au coin. Elle me l'a tendue. Ruth Callen, détective privé agréé, État de l'Ohio. Numéro de licence, PIE 201477455-0182. Je l'ai lu 2 fois. Détective privé. Ma première pensée, l'évidente, mon père a engagé quelqu'un pour me trouver. C'était son prochain coup. Me retrouver. Signaler ma localisation. Peut-être essayer de me faire expulser du refuge sur une fausse allégation. À quoi ressemblait-elle, ai-je demandé. La cinquantaine. Cheveux gris courts. Calme, poli. Linda a fait une pause. Elle ne semblait pas poser de problème, Caroline. Elle semblait être quelqu'un qui cherchait une personne à qui elle tenait. J'ai glissé la carte dans ma poche. Je n'ai pas appelé le numéro. Je n'étais pas prête à tomber dans le piège que mon père avait tendu ensuite. J'avais déjà été déjoué trop de fois. Mais la carte est restée dans ma poche. Chaque fois que je faisais la lessive, je la transférais dans le jean propre. Je ne pouvais pas la jeter. Quelque chose me tracassait. La façon dont elle était venue au refuge au lieu d'appeler. La façon dont elle avait laissé son nom au lieu de se cacher derrière un tuyau anonyme. Ce n'était pas ainsi que mes parents opéraient. Ils se cachaient. Ils mentaient. Ils envoyaient des choses depuis l'ombre. Cette femme a frappé à la porte d'entrée. 7e mois. Je commençais à prendre mes marques. Mon acte de naissance de remplacement était arrivé. Le DMV a finalement traité ma carte d'identité temporaire. J'avais une photo de mon propre visage sur une carte d'identité émise par le gouvernement pour la première fois de ma vie d'adulte. Une petite victoire, un sentiment énorme. Puis Linda m'a appelé dans son bureau. Elle était assise derrière son bureau, la porte fermée. Cela n'arrivait jamais. La porte de Linda était toujours calée par une brique peinte en bleu. « Asseyez-vous » a-t-elle dit. Pas méchamment, mais sérieusement. J'ai reçu un appel aujourd'hui.
Une femme se présentant comme une travailleuse sociale. Elle a dit que vous aviez des antécédents de violence et que vous représentiez un risque pour les autres résidents. La pièce est devenue froide. C'était ma mère. Linda a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Je travaille ici depuis 11 ans. Les travailleurs sociaux n'appellent pas les refuges à froid pour dénigrer un résident. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter des informations sur les résidents. Elle a raccroché. Linda s'est penchée en avant. Je documente cet appel dans nos dossiers. Mais je dois être honnête avec vous. Si elle contacte le bureau du comté, si elle dépose une plainte officielle via le système, je pourrais ne pas être en mesure de protéger votre place ici. Cela me dépasse. Je suis restée assise. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus. Le radiateur plainte cliquetait. Mes parents avaient saboté mes demandes d'emploi. Ils avaient fabriqué des rapports de police. Ils avaient vidé mon compte bancaire et gardé mes documents d'identité. Et maintenant, ils essayaient de me prendre le dernier endroit où je pouvais dormir la nuit. Puis quelque chose a changé à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude et désordonnée, et elle s'éteint. C'était différent. C'était clair. Comme une fenêtre que quelqu'un avait barbouillée de graisse pendant des années, et que je l'avais finalement nettoyée. J'en avais assez d'avoir peur. J'étais prête à être précise. Harlem organise une réunion du conseil municipal le premier jeudi de chaque mois. Des chaises pliantes dans le centre communautaire. Des lumières fluorescentes. Un microphone sur un podium qui grince si vous vous tenez trop près. Entre 15 et 40 personnes se présentent, selon qu'il y a un conflit de zonage ou une plainte pour nid de poule. La plupart du temps, ce sont les mêmes douzaines de retraités et un type qui essaie d'obtenir un panneau stop sur Elm Street depuis 3 ans. Linda m'a dit, la nouvelle va vite dans une ville de cette taille. Ton père s'est inscrit pour parler ce soir, a-t-elle dit. J'y suis allé. Je me suis assise au dernier rang près de la sortie dans une veste empruntée. Je n'avais pas été dans un espace public à Harlem depuis mon départ. Gérald s'est tenu au podium à 19h22. Il portait sa belle chemise, la bleue que Denise repassait pour les enterrements et les réunions bancaires. Sa voix s'est brisée à la première phrase, et j'ai su que c'était répété. Je suis ici en tant que père, a-t-il dit. Ma fille a quitté la maison et est tombée dans de mauvaises fréquentations. Elle vit dans un refuge. J'ai essayé de la ramener à la maison, mais elle refuse. Il a fait une pause, a laissé le silence agir. Une femme au deuxième rang a mis sa main sur sa bouche. Je demande à cette communauté de m'aider à retrouver ma petite fille. Au premier rang, Denise était assise, les mains jointes sur ses genoux, les larmes coulant sur son visage. La femme à côté d'elle, Madame Patterson de la Poste, lui a tendu la main et lui a serré le bras. Les gens se sont tournés pour me regarder. Je le sentais. 40 pères Dieu, certains avec pitié, certains curieux, certains déjà convaincus. L'homme au podium était un père au cœur brisé. La fille au dernier rang était le problème. Personne ne m'a demandé si je voulais parler. La réunion a continué. Je n'ai pas dit un mot. J'ai sorti un carnet et j'ai écrit tout ce que mon père avait dit, mot pour mot. Puis je suis parti par la porte latérale. Après cette réunion, Harlem a pris sa décision à mon sujet. Le supermarché où j'avais demandé un poste à temps partiel? La femme du gérant avait assisté à la réunion. Poste pourvu. Le pompiste qui me saluait avant a commencé à regarder au-delà de moi. Au refuge, l'une des bénévoles, une enseignante à la retraite nommée Barbe, m'a prise à part pendant le déjeuner. Chérie, tu devrais peut-être rentrer à la maison. Ton papa a le cœur brisé. J'ai posé ma cuillère. Avez-vous entendu son discours? Tout le monde l'a entendu. Ce pauvre homme, debout là, suppliant sa petite fille de rentrer à la maison. J'avais envie de crier. J'avais envie de sortir mon téléphone et de lui montrer les messages. Rentre à la maison. Excuse-toi. J'y penserai. Je voulais décrire le carnet bleu avec les coches rouges, le faux rapport de police et l'appel téléphonique au refuge prétendant que j'étais violente. Mais je ne l'ai pas fait, car j'avais appris quelque chose pendant ces 7 mois, quand votre accusateur pleure en public, personne n'écoute l'accusé. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'une congrégation locale a appelé le refuge.
Pas une église spécifique, juste un membre inquiet de la communauté religieuse, suggérant une réunion de réconciliation familiale. Linda a poliment refusé en mon nom. Les murs se rapprochaient. Mes parents avaient transformé la ville entière en leur système de surveillance. Chaque voisin compatissant, chaque bénévole bien intentionné, chaque personne qui a vu la lèvre tremblante de Gérald à ce podium, tous sont devenus des extensions du piège. Mais je n'arrêtais pas de penser à ce que ma grand-mère avait dit. Quelqu'un viendra te trouver. Et je n'arrêtais pas de penser à cette carte de visite dans ma poche. Ruth Callen, détective privé. Je n'avais plus rien à perdre. Le refuge était le dernier mur entre moi et la rue. Cette nuit-là, j'ai sorti la carte et j'ai appelé le numéro. Elle est venue le lendemain matin, 8 heures pile. Linda l'a laissé entrer. Ruth Callen était exactement comme Linda l'avait décrite, la cinquantaine, cheveux gris courts, pas de bijoux, pas de bêtises. Elle portait une veste bleu marine unie et transportait une mallette en cuir marron qui semblait plus vieille que moi. Elle s'est assise sur la chaise pliante à côté de mon lit. Le refuge était presque vide. Tous les autres étaient au centre de jour ou à la recherche de travail. Caroline Johansson? C'est moi. Elle a posé la mallette sur le lit entre nous. L'écriture de ma grand-mère. L'air a quitté mes poumons. Je m'appelle Ruth Callen. Je suis détective privé agréé dans l'État de l'Ohio. Votre grand-mère, Margaret, m'a engagé il y a 10 ans. 10 ans? J'aurais eu 18 ans. Elle m'a versé une avance pour une décennie de surveillance périodique de vos parents. Ses instructions étaient précises. Ruth a fait une pause. Et pour vous donner ceci. Comment saviez-vous que c'était assez grave? Ruth m'a regardé, avec assurance. Quand votre mère a appelé le refuge en se faisant passer pour une travailleuse sociale, je surveillais déjà la situation. Je suivais les appels aux employeurs depuis 2 ans. J'ai des enregistrements de 37 contacts distincts que votre mère a établis. J'ai des copies des documents fabriqués par votre père. J'ai tout. J'ai regardé la mallette, l'écriture de ma grand-mère. Une décennie de planification. Une vieille femme dans une ferme vendue, regardant 10 ans dans le futur et voyant exactement ce qui allait se passer. Elle a prédit cela, a dit Ruth doucement. Presque à l'année près. J'ai tendu la main pour ouvrir le fermoir. À l'intérieur, sur le dessus, se trouvait une enveloppe scellée, de couleur crème. Mon nom, écrit de la main de Mamie Maggie, la même écriture cursive qu'elle utilisait pour les cartes d'anniversaire. Si tu lis ceci, les choses ont mal tourné. Je suis désolé de ne pas avoir pu arrêter ton père de mon vivant. J'ai essayé. J'ai passé 30 ans marié à un homme exactement comme lui, ton grand-père. Et je sais comment les murs se referment, comment ils te font croire que la cage est normale. Mais j'ai passé mes dernières années à m'assurer que tu ne serais pas piégé pour toujours. À l'intérieur de cette mallette se trouve ta sortie. Utilise-la judicieusement. Ne l'utilise pas pour la vengeance. Utilise-la pour la liberté. Je t'aime plus qu'il ne m'a jamais permis de le montrer. Mamie Maggie. J'ai posé la lettre. Mes mains étaient stables. Mes yeux ne l'étaient pas. Ruth a attendu. Puis elle a ouvert un deuxième compartiment de la mallette et en a sorti un épais dossier jaune. Elle l'a posé sur le lit et l'a ouvert. 5 ans de documentation, organisée par date, avec des onglets. Des enregistrements des appels téléphoniques de Denise, 37 d'entre eux, où elle s'est identifiée comme une voisine préoccupée, une amie de la famille, et dans 2 cas, une travailleuse sociale. Chaque enregistrement avait un horodatage, un numéro de téléphone et une transcription. Des copies de mails envoyées depuis un compte anonyme tracé à l'adresse IP du foyer Johansson, contenant des pièces jointes qui imitaient des rapports de police. Ruth avait des captures d'écran et des métadonnées. Des photographies du carnet bleu, prises à travers la fenêtre de la cuisine des Johansson lors d'une des visites de surveillance périodique de Ruth. J'ai regardé Ruth. Est-ce admissible en cours? Absolument. L'Ohio est un État où le consentement d'une seule partie est suffisant pour l'enregistrement, et j'ai été engagé en tant que détective privé agréé. Ma documentation respecte la chaîne de possession. J'ai fermé le dossier, les rouvert, puis les refermé. Il y a une dernière chose, a dit Ruth. Au fond de la mallette, sous le dossier, se trouvait une grande enveloppe jaune. Elle était scellée avec un sceau de cire, pas décoratif, juste pratique,
du genre qu'un avocat utilise. Dans le coin supérieur gauche, cabinet d'avocat de Philippe Durn, Millfield, Ohio. J'ai glissé mon doigt sous le rabat. À l'intérieur, une pile de documents juridiques, attachés par des trombones et des onglets bleus. Ruth a parlé pendant que je lisais. Votre grand-mère a vendu sa ferme il y a 10 ans pour un peu moins de 300 000 $. Elle a placé le produit de la vente dans une fiducie révocable, qui est devenue irrévocable à son décès. La fiducie a été gérée de manière conservatrice. Certificat de dépôt, bon du trésor, par un fiduciaire au bureau de Monsieur Durn. J'ai regardé le chiffre sur la page récapitulative. Puis j'ai regardé à nouveau. 340 000 $. Le seul bénéficiaire a poursuivi Ruth, c'est vous, Caroline Johansson. Aucune autre partie n'est nommée. Votre père n'a aucune connaissance de cette fiducie. Votre grand-mère a été explicite à ce sujet. Elle a instruit M. Durn de n'avoir aucun contact avec Gérald ou Denise en aucune circonstance. J'ai posé les papiers sur le lit. Le matelas du refuge s'est affaissé sous leur poids. Ou peut-être c'était moi. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas simplement donné avant? Elle a écrit une note à Monsieur Durn à ce sujet. Elle a dit, et je paraphrase, si je lui donne maintenant, Gérald trouvera un moyen de le prendre. Il faut qu'elle en ait besoin d'abord. J'ai regardé l'écriture de ma grand-mère sur la mallette. Pour Caroline. Quand elle sera prête. Pour accéder au fonds, a dit Ruth, vous devrez vous rendre chez Monsieur Durn en personne avec une pièce d'identité valide. Un acte de naissance ou une carte d'identité émise par l'État fera l'affaire. J'ai fouillé ma poche arrière et j'ai sorti la pièce d'identité temporaire que j'avais obtenue du DMV 2 semaines plus tôt, celle que j'avais mis 3 mois à obtenir. C'était le bon moment. Elle avait tout prévu. Le bureau de Philippe Durn était au-dessus d'une quincaillerie dans le centre-ville de Millfield. Escalier étroit, porte vitrée avec des lettres dorées, et une salle d'attente avec 2 chaises et une fougère qui avait connu de meilleures décennies. Ruth m'a conduite. Je portais la seule tenue propre que j'avais, un jean, une blouse blanche empruntée à Linda, et des chaussures que j'avais achetées dans un magasin d'occasion pour 4 $. Durn avait 64 ans, était mince, avec des lunettes à monture métallique. Il s'est levé quand je suis entré et m'a serré la main avec les 2 siennes. Votre grand-mère parlait constamment de vous, a-t-il dit. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il a vérifié ma pièce d'identité, l'acte de naissance que j'avais reçu par la poste, et a recoupé mon numéro de sécurité sociale via un système sécurisé. Tout correspondait. Tout était en ordre. La fiducie est active, a-t-il dit. Vous avez un accès complet au fonds à partir d'aujourd'hui. Il a glissé un document sur le bureau. J'ai signé. Ma main n'a pas tremblé. Puis il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Votre grand-mère m'a aussi laissé des instructions. Elle a écrit, Caroline pourrait avoir besoin d'un avocat avant d'avoir besoin de l'argent. Il a ouvert un tiroir de bureau. Elle m'a demandé de vous recommander quelqu'un si besoin. Un avocat spécialisé en litige. Il m'a tendu une carte de visite. Hélène Brigg, litige civil, diffamation, harcèlement. Basé à Millfield. J'ai pris la liberté de l'appeler ce matin, a dit Durn. Elle peut vous voir à 14 h. J'ai regardé la carte, puis Durn. Ma grand-mère a-t-elle planifié cela aussi? Elle a envisagé la possibilité. Elle espérait que cela n'en arriverait pas là. J'ai appelé Hélène Brigg à 13h45. J'étais dans son bureau à 14h10. À 15h30, elle avait examiné le dossier de preuve complet de Ruth, chaque enregistrement, chaque document fabriqué, chaque entrée cochée dans ce carnet bleu. Ces mots exacts, c'est de la diffamation perse. Déclarer faussement qu'une personne a un casier judiciaire est passible d'action en Ohio sans avoir à prouver des dommages. Mais nous avons des dommages. 3 ans de dommages. Elle a déposé la plainte cette semaine-là. Gérald Johansson a été assigné un lundi matin à 8h15. Un huissier de justice a monté l'allée pendant que Gérald vérifiait sa boîte aux lettres. Madame Patterson de la Poste arrosait ses azalées 2 maisons plus loin. Elle a tout vu, l'enveloppe, le visage de Gérald, la façon dont il est resté immobile sur l'allée en lisant la première page pendant 1 minute entière. Denise a été assignée séparément 1 heure plus tard au Harlem Fresh Mart. Elle était dans le rayon des céréales. 3 personnes qu'elle connaissait de son groupe de cuisine étaient dans le magasin à ce moment-là.
À midi, la moitié de Harlem était au courant. Au dîner, l'autre moitié. Gérald a appelé mon téléphone 14 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Hélène m'avait conseillé, toute communication passe désormais par le conseil. À 18h47, un message est arrivé. Tu vas regretter ça. Je suis ton père. Hélène l'a enregistré. Pièce à conviction 47. Le lendemain, Denise a commencé sa campagne. Elle a appelé 5 voisins en un seul après-midi. En larmes, toujours en larmes, elle a raconté à chacun la même chose. Ma fille me poursuit parce que je l'aimais trop. Mais quelque chose avait changé. Le procès était déposé au tribunal du comté. Les dossiers judiciaires en Ohio sont publics, et les habitants des petites villes lisent les dossiers judiciaires comme ils lisent le bulletin paroissial, en détail. À la fin de la semaine, quelqu'un au restaurant avait consulté la plainte en ligne. Le résumé était là, noir sur blanc. Rapport de police fabriqué, usurpation d'identité d'une travailleuse sociale, 37 appels documentés à des employeurs sur une période de 3 ans. Pour la première fois, quelqu'un a posé à Denise la question pour laquelle elle n'était pas préparée. C'était Tom Adler, le voisin de Gérald depuis 30 ans. Il l'a rencontré à la station-service. « Denise, est-il vrai que tu as appelé ces employeurs ?» Elle n'a pas répondu. Elle est montée dans sa voiture et est rentrée chez elle. Gérald s'est inscrit pour parler à la prochaine réunion du conseil municipal. Bien sûr qu'il l'a fait. Le podium avait fonctionné une fois. Il pensait que cela fonctionnerait à nouveau. Cette fois, la salle était pleine. 60 personnes, peut-être plus. Des chaises pliantes sorties du débarras. Des gens debout le long du mur du fond. Il ne s'agissait plus de nid de poule. Je me suis assise au 3e rang. Pas à l'arrière, au 3e rang. Hélène Brigg était assise à côté de moi, un bloc-notes juridique sur ses genoux, un stylo à la main. Elle portait un blazer gris et une expression qui ne trahissait rien. Gérald a pris le podium à 19h15. La plupart d'entre vous me connaissent, a-t-il dit. J'ai vécu à Harlem toute ma vie. J'ai entraîné la petite ligue. J'ai siégé au comité de planification. Et maintenant ma propre fille essaie de détruire cette famille avec un procès frivole. Il a agrippé les côtés du podium. Elle a été influencée par des étrangers, des avocats, des gens qui ne connaissent pas cette famille. Je demande à cette communauté de me soutenir. Il m'a regardé. J'ai regardé en retour, sans ciller. La salle était silencieuse. Puis Hélène s'est levée. Je m'appelle Hélène Brigg. Je suis avocate agréée dans l'État de l'Ohio, et je représente Caroline Johansson. Elle a parlé calmement. Une plainte civile a été déposée auprès du tribunal du comté. La plainte et ses preuves à l'appui font partie du dossier public. J'encouragerais toute personne curieuse ici à les consulter plutôt que de se fier à la version des faits d'une seule personne. Elle s'est assise. Pas de drame, pas d'accusation, pas de voix élevée. La pièce est restée silencieuse pendant 8 secondes complètes. J'ai compté. Puis le président du conseil s'est éclairci la gorge et est passé au point suivant de l'ordre du jour. Gérald est resté au podium un instant de plus. Puis il s'est rassis. Il ne m'a plus regardé. Le tribunal a accordé l'ordonnance de protection civile 11 jours plus tard. 500 pieds. Pas de contact direct, pas de contact via des tiers, pas d'appel téléphonique, pas de message, pas de lettres, pas de mail, pas de message relayé par des voisins, des amis ou toute autre personne. Gérald l'a violé dès la première semaine. Il a emprunté le téléphone de son voisin, un homme nommé Dal qui ne savait pas mieux, et m'a envoyé un message, « Ce n'est pas fini, Caroline ». Hélène l'a documenté et l'a déposé auprès du tribunal. Gérald a reçu un avertissement officiel du juge. Une violation de plus et il ferait face à des accusations d'outrage au tribunal. L'affaire de diffamation a progressé. Hélène a soumis le dossier de preuve de Ruth, les enregistrements, les journaux d'appel, les documents fabriqués, les métadonnées reliant les emails anonymes au foyer Johansson. 37 appels, 5 faux rapports de police, 3 ans d'ingérence systématique dans ma capacité à gagner ma vie. Gérald a engagé un avocat à faible coût de 2 comtés voisins qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Après avoir examiné les preuves, il a appelé Hélène et a recommandé un règlement. Gérald a refusé.
Je ne vais pas régler avec ma propre fille. Son avocat s'est retiré de l'affaire la semaine suivante. Gérald n'a pas engagé de remplaçant. Pendant ce temps, les dossiers judiciaires faisaient leur travail. À Harlem, les documents publics sont des conversations publiques. Les gens lisaient. Les gens parlaient. Avez-vous vu la partie concernant l'appel de l'assistante sociale? Elle a fait 37 appels. Gérald a falsifié un rapport de police. Au Harlem dîner où je débarrassais les tables à 14 ans, le cuisinier a dit à un habitué, « Cette fille a postulé ici une fois. Je l'ai refusée à cause d'un appel téléphonique. Je m'encense malade. » La vérité n'a pas besoin de podium. Elle a juste besoin d'être accessible. Lentement, puis tout d'un coup, Harlem a commencé à lire. Denise fut la première à le ressentir. Le cercle de cuisine du jeudi, un groupe de 8 femmes qui se rencontraient chez les unes et les autres depuis 15 ans, lui a envoyé un message par l'organisatrice du groupe. « Nous pensons qu'il est préférable que tu fasses une pause pour l'instant, Denise. Juste le temps que les choses se calment. » Les choses n'allaient pas se calmer. Puis Gérald est allé au café de la rue Main. Sa banquette, sa routine matinale depuis 20 ans. La banquette était inoccupée. Les gens ne s'y asseyaient tout simplement pas. Il a pris une table près de la fenêtre. Personne ne l'a rejoint. La serveuse a rempli son café sans le regarder dans les yeux. Tom Adler, son voisin, celui qui avait posé la question à Denise à la station-service, est venu à la maison. « Jerry, je te connais depuis 30 ans. » Gérald se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre. « As-tu vraiment falsifié un rapport de police ?» Gérald lui a fermé la porte au nez, sans dire un mot. Du côté légal, les choses se sont accélérées. Dave, le gérant du restaurant de Granton qui avait annulé mon entretien après avoir reçu le faux rapport de police, a appelé volontairement le bureau d'Hélène. Il a dit qu'il était prêt à témoigner. Il avait toujours l'email avec la pièce jointe falsifiée enregistrée dans sa boîte de réception. Bill de la quincaillerie de Millfield s'est également manifesté. Il avait gardé une note sur l'appel téléphonique dans son dossier de recrutement. Il se souvenait de la date. Il se souvenait de la voix. Je n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. Je ne suis pas allé de porte en porte raconter ma version. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Les preuves existaient. Les dossiers judiciaires étaient publics. Et les habitants de Harlem, malgré leurs défauts, savaient lire. La ville ne s'est pas retournée contre Gérald parce que je le leur avais demandé. Ils se sont retournés parce que les chiffres ne correspondaient plus. Gérald ne s'est pas présenté au tribunal. Après le retrait de son avocat, il s'est représenté lui-même pour un seul dépôt, une réponse manuscrite qui disait en entier « Ceci est une affaire de famille, et le tribunal n'a aucune juridiction sur le droit d'un père de protéger son enfant. » Le juge n'était pas d'accord. Lorsque Gérald n'a pas comparu à l'audience, Hélène a demandé un jugement par défaut. Le tribunal l'a accordé. Diffamation perce, ingérence délictuelle dans un emploi potentiel. Dommages-intérêts accordés, 85 000 $, calculés à partir de 3 ans de perte de revenus et de préjudices documentés. Gérald n'a pas payé. Hélène a déposé un privilège sur la maison des Johansson. J'étais assise dans le bureau de Philippe Durne lorsque le jugement est tombé. Il l'a imprimé et me l'a tendu par-dessus le même bureau où j'avais signé les documents de fiducie 2 mois plus tôt. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé. « Fatigué, ai-je dit. Et je le pensais. La même semaine, Durne m'a offert un emploi, non par charité. Il m'avait vu organiser les dossiers de preuve de Ruth, construire des chronologies, recouper des dates. J'ai besoin d'une assistante administrative, a-t-il dit. Vous êtes la personne la plus organisée que j'ai rencontrée en 40 ans de pratique. J'ai commencé le lundi suivant. 16,50 $ de l'heure. Avantages sociaux après 60 jours. Un bureau près de la fenêtre avec une fougère qui avait besoin d'être arrosée. Avec les fonds de la fiducie, j'ai loué un appartement d'une chambre à Millfield. Rez-de-chaussée, petite cuisine, une porte avec une serrure et une clé qui m'appartenait. J'ai acheté une Honda Civic d'occasion avec 140 000 miles. J'ai ouvert un compte bancaire avec seulement mon nom dessus. J'ai acheté des courses pour la première fois de ma vie sans demander la permission de personne. L'appartement était calme.
Personne ne me demandait où j'allais. Personne ne vérifiait mes emails. Personne n'appelait mon employeur. Le silence était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Vous savez, quand j'étais assise dans cette salle d'audience et que le juge a lu la décision, je n'ai pas ressenti de joie. J'étais fatigué. 3 ans de ma vie perdue, 8 mois dans un lit de refuge, tout cela parce que mes parents préféraient me détruire plutôt que de me laisser partir. Laissez-moi vous poser une question spécifique. Si vos parents avaient falsifié un rapport de police pour vous empêcher d'obtenir un emploi, les auriez-vous poursuivis ou seriez-vous partis? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. 3 mois après le jugement, une lettre est arrivée au refuge. Linda me l'a transmise. Denise l'avait envoyée à mon ancienne adresse. Pas à ma nouvelle. Une zone grise technique dans l'ordonnance de protection, mais une violation de son esprit. Je l'ai ouverte à ma table de cuisine. Ma table de cuisine. Chère Caroline, je suis ta mère. Je serai toujours ta mère. Papa dit qu'il est désolé. Viens dîner pour Thanksgiving. Nous pouvons laisser cela derrière nous. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Papa dit qu'il est désolé et non papa est désolé, dit comme si elle relayait un bulletin météo. Nous pouvons laisser cela derrière nous. Pas, j'avais tort. Pas, je n'aurais pas dû appeler tes employeurs 37 fois. Pas, j'ai falsifié des documents pour te garder inemployable. J. Juste, nous pouvons laisser cela derrière nous, comme s'il s'agissait d'un désaccord sur le thermostat. Je suis resté avec cette lettre pendant 1 heure. J'ai fait du café. J'ai nourri mon chat, un tabi que j'avais adopté au refuge de Millfield et que j'avais nommé Maggie, parce que bien sûr. Puis j'ai répondu, par l'intermédiaire d'Hélène, comme l'exigeait l'ordonnance de protection. Maman? Je vous souhaite le meilleur. Mais l'amour n'inclut pas le sabotage de la capacité de votre enfant à survivre. Vous avez appelé mes employeurs. Vous avez usurpé l'identité d'une travailleuse sociale. Vous avez essayé de me faire expulser du seul endroit où je pouvais dormir. Veuillez respecter l'ordonnance du tribunal. Ne me contactez plus. Caroline. J'ai scellé l'enveloppe, les timbré et je suis allé à la poste de Millfield, pas celle de Harlem, pas celle où Madame Patterson me verrait et ferait son rapport. Puis je suis rentré à la maison. Ma maison. J'ai préparé le dîner pour une personne. Des pâtes, du pain à l'ail et un verre d'eau. Maggie était assise sur le comptoir et me regardait manger. C'était le meilleur repas que j'ai jamais eu. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez mes parents. Je vous la raconte parce qu'en ce moment même, quelque part, quelqu'un est allongé dans un lit qui ne lui appartient pas, fixant un plafond qu'il ne peut pas peindre, se demandant si vouloir une vie à soi fait d'elle ou de lui une mauvaise fille ou un mauvais fils, ingrat ou égoïste. Ce n'est pas le cas. Vouloir travailler n'est pas une trahison. Vouloir l'indépendance n'est pas un manque de respect. Et s'éloigner des personnes qui détruisent activement votre vie n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Ma grand-mère n'a pas pu se sauver elle-même. Elle a passé 30 ans mariée à un homme qui contrôlait tout, où elle allait, à qui elle parlait, ce qu'elle avait le droit de désirer. Au moment où elle est devenue libre, elle avait 70 ans, vivant dans un appartement loué avec rien d'autre qu'une ferme vendue et un plan. Mais elle m'a sauvé. Elle l'a planifié 10 ans à l'avance. Elle a engagé un détective privé, mis en place une fiducie et écrit une lettre qu'elle a scellée dans une mallette et espéré que je n'aurais jamais besoin d'ouvrir. C'est à cela que ressemble le véritable amour. Non pas le contrôle déguisé en préoccupation. Non pas le sabotage déguisé en protection. L'amour élabore un plan pour votre liberté, même si cela coûte tout. J'ai 28 ans maintenant. Je travaille comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats à Millfield. J'économise pour le collège communautaire. J'ai un appartement d'une chambre, une Honda d'occasion et une chatte nommée Maggie qui perd ses poils sur tout ce que je possède. Je ne parle pas à mes parents. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours. Mais la clé est à moi maintenant. Ce n'est pas à eux de décider quand elle s'ouvre. Grand-mère Maggie a écrit dans sa lettre, « La liberté n'est pas gratuite, mais tu vaux chaque centime. » Elle avait raison. Gérald a vendu la maison. Il n'avait pas le choix. Le privilège déposé par Hélène signifiait que le jugement devait être exécuté avant que la propriété ne puisse être transférée, et Gérald ne pouvait pas se permettre de payer $85 000 de sa poche.
La maison de Maple Street, celle où j'ai grandi, celle avec le porche où il lisait son journal et faisait semblant de ne pas savoir ce que sa femme faisait, s'est vendue pour 168 000 $. Après le privilège, les frais d'agent immobilier et les arriérés d'impôts qu'il avait ignorés, il lui restait juste assez pour louer. Lui et Denise ont déménagé dans un parc de maisons mobiles à l'extérieur de Galion, à 20 minutes de Harlem, assez près pour continuer à acheter des courses au Fresh Mart, mais assez loin pour ne plus croiser les gens qui leur faisaient signe auparavant. Gérald n'a jamais admis qu'il avait tort, pas une seule fois. Il a raconté à ses nouveaux voisins la même histoire qu'il avait racontée au conseil municipal. Ma fille a été lobotomisée par un avocat. Il racontera probablement cette histoire jusqu'au jour de sa mort. Certaines personnes préfèrent tout perdre plutôt que d'admettre qu'elles étaient les méchants. Mais Denise a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Ruth me l'a dit des mois plus tard lors d'un de nos appels téléphoniques occasionnels. Denise avait commencé à voir une thérapeute seule, sans que Gérald le sache. Elle a dit à la thérapeute que lors de leur 3e séance, « Je pense que j'ai fait quelque chose de terrible. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne suis pas prête à lui pardonner. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je peux tenir 2 choses à la fois, la femme qui a appelé 37 employeurs et a menti sur sa fille, et la femme qui s'est finalement assise sur une chaise et a dit la vérité à voix haute. Les gens sont compliqués. Même ceux qui vous blessent le plus. Mais compliqué ne signifie pas que vous leur devez l'accès à votre vie. La guérison ne nécessite pas de réconciliation. Parfois, elle ne nécessite que de la distance. C'est mon histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Tout le monde n'a pas une grand-mère qui planifie une décennie à l'avance, mais tout le monde mérite de savoir que vouloir l'indépendance n'est pas une trahison. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez, veuillez la lui envoyer. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul suffit. Appuyez sur j'aime si cela a résonné. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous voulez entendre ce qui s'est passé lorsque Denise s'est présentée à mon lieu de travail 6 mois plus tard, cette histoire est liée dans la description ci-dessous. Je vous y retrouverai.